on enlève les mauvaises herbes pour préserver le potentiel de rendement de la culture, mais aussi pour préserver le patrimoine de la parcelle, en limitant le stock grainier. Les mauvaises herbes donc, exercent une compétition très importante sur le maïs, tant sur la lumière que sur l'alimentation en eau et en éléments minéraux. Pour cela, on a besoin d'avoir des stratégies de désherbage diversifiées et efficaces. Alors, ces stratégies, on les évalue chaque année depuis toujours, mais on a structuré notre évaluation différemment depuis une dizaine d'années. On met en place des essais en partenariat dans les régions avec les différents acteurs locaux. Alors, la mise en place de ces réseaux d'essais a coïncidé avec le retrait de l'atrazine. L'objectif numéro 1 au départ, il y a une dizaine d'années, c'était la recherche de stratégies et l'évaluation des stratégies pour désherber sans atrazine. Et puis les thématiques ont évolué et se sont adaptées avec l'actualité. On a ensuite recherché des solutions efficaces sur les flores émergentes suite au retrait de l'atrazine. Et puis ces dernières années, on a évolué aussi vers la recherche de stratégies alternatives limitant le recours aux herbicides. Et on essaye d'évaluer ça. Alors, en bruit de fond quand même, depuis toujours, les essais nous servent également à évaluer les innovations chimiques. On ne les oublie pas. On en a besoin. Composition de la flore dans nos essais. Vous avez ici un graphique qui représente la flore sur 400 essais entre 2006, 2007 et 2008. Ce sont les maïs, en fait, la flore des maïs, c'est essentiellement des dicotylédones classiques, Chénopodes, morels, amarantes, renouées persicaires, mais aussi des dicotylédones émergentes suite au retrait de l'atrazine. Pour en citer les principales, je dirais renouées des oiseaux, renouées liserons, mercurial, mouron, éventuellement à roche, mais on est plus localisé sur le nord-ouest. Et des graminées estivales, moins diversifiées mais très denses, souvent très denses, paniques, sétères et digitaires. Alors si on regarde plus localement, sur le sud-ouest, c'est essentiellement donc les PSD, hein, les graminées estivales, des dicotes classiques et l'émergence de mercurial et de datura et une très forte pression aussi en liseron. Alors pour contrôler cette flore-là, en maïs, 4 grands types de stratégies sont envisageables. On peut intervenir en prélevé avec des produits racinaires ou en post-levé avec des produits foliaires, ou combiner les deux, pré et post-levé, ou encore, quatrième alternative, le recours à des stratégies mixtes mettant en œuvre à la fois des herbicides chimiques et des interventions mécaniques. Le choix de la stratégie doit d'abord être guidé en fonction de la flore. Ensuite, il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, mais la flore doit être la clé d'entrée. Si la dominante, ce sont des graminées estivales, on vous conseillera plutôt des stratégies ayant recours à des herbicides racinaires, donc soit de la pré stricte, soit pré puis post. Si, à l'inverse, la flore dominante sont des dicotes émergentes, on va vous conseiller de vous orienter plutôt vers des stratégies tout en post-levé, puisque c'est dans ces stratégies-là, dans les herbicides foliaires, que la panoplie d'innovation à spectre antidicotylédone est la plus importante et que vous aurez donc les meilleures performances possibles. Si vous avez une dominante de dicote classique et essentiellement ça, vous faites à peu près ce que vous voulez. Ce qu'on a pu apprendre aussi de nos différents essais, et ce qu'on apprend régulièrement, c'est l'impact des conditions d'intervention sur l'efficacité des traitements. Vous avez ici 2 graphiques qui illustrent, pour la prélevée, par exemple, donc les produits racinaires, l'humidité du sol est le critère déterminant pour une bonne efficacité. On considère qu'il faut 10 mm dans les 10 jours qui suivent le traitement pour assurer une bonne efficacité. Pour les interventions de post-levé, donc avec des herbicides foliaires, l'un des critères déterminants, c'est l'hygrométrie, donc l'humidité de l'air. Et là, on fixe un seuil à 70%. En dessous de 70% d'hygrométrie au moment du traitement, les risques d'échec sont supérieurs. Alors, il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte aussi pour la post-levée, et notamment le stade des mauvaises herbes. Différentes approches sont possibles pour le désherbage du maïs. On peut intervenir en prélevé, en plein ou en localisé, peu importe, et compléter l'intervention par embinage. Ou alors, dans les stratégies tout post, faire une première intervention chimique complétée également par embinage. Ou alors, troisième possibilité, intervenir mécaniquement de façon précoce avec une houe ou une herse et compléter par un rattrapage chimique par la suite. Alors, ce qui est le plus fiable quand même pour le désherbage du maïs, ça va être l'introduction d'un binage en seconde intervention qu'on fera donc précéder soit d'une prélevée, soit d'une post-levée. C'est ce qui fonctionne le mieux. Le binage interviendra entre 3 et 7 feuilles,
suivant ce qui a été fait avant. Par contre, grosse limite au système, je dirais, c'est la présence de vivaces. Chaque intervention mécanique va en fait se traduire va consister à sectionner les organes de réserve de la vivace, que ce soit des rhizomes, des bulbes ou ce que vous voulez. Et donc chaque portion va redonner une nouvelle plante. Donc en fait, la division des organes de réserve va représenter une multiplication végétative des populations de vivaces. Vous avez ici un résumé d'une synthèse pluriannuelle qui a été présentée au Columa en 2007, dont la principale conclusion consiste à dire que réduire le recours aux herbicides pour le désherbage du maïs, oui, c'est possible, mais ça ne se fait jamais sans contrepartie. Il va falloir envisager 2 interventions minimum, voire 3, pour un niveau d'efficacité comparable, voire légèrement inférieur, mais surtout moins fiable. C'est-à-dire que sur 10 années, vous allez avoir un taux d'échec supérieur, ou un risque d'échec supérieur, ce qu'on appelle la fiabilité des performances. Les contraintes de mise en œuvre, les contraintes agrométéorologiques sont supérieures pour les interventions mécaniques que pour les interventions chimiques, ce qui consiste à réduire le nombre de jours disponibles, c'est-à-dire le nombre de jours où on réalise l'intervention dans de bonnes conditions permettant d'avoir une bonne efficacité. Les temps de travaux sont souvent plus importants aussi, des débits de chantier plus faibles, des largeurs de travail plus faibles qu'avec un pulvérisateur. La consommation énergétique pour les interventions mécaniques est souvent supérieure aussi à celle qui est nécessaire pour une intervention chimique. Toutefois, à ça, il faudrait soustraire la consommation énergétique nécessaire pour la fabrication des herbicides, puisqu'on ne les utilise pas dans le cadre des interventions mécaniques. Et si on regarde le coût, on pourrait dire qu'à nombre de passages équivalents, le coût des interventions mécaniques est inférieur au coût des interventions chimiques, puisqu'il faut soustraire le coût des herbicides. Mais comme il faut augmenter le nombre de passages pour avoir une efficacité comparable, il y a que l'un dans l'autre, il n'y a pas grand-chose à gagner côté coût. Sur la plateforme ici, on vous a mis en place donc, un petit essai. On a pris comme axe les programmes d'action territoriaux avec une contrainte de réduction d'IFT de 40%. Donc l'IFT, c'est l'indice de fréquence de traitement qui se calcule par le rapport dose utilisée sur dose homologuée pour chaque produit et on additionne. Par exemple, Trophée est homologué à 5 litres. Il est utilisé là à 5 litres. Donc on a un IFT de 1. Lago est homologué à 1 litre. Il est utilisé à 0,8. Donc on a un IFT de 0,8. 1 plus 0,8, 1,8. 1,8, c'est aussi la référence locale pour la référence. Donc l'IFT de référence, voilà, sur lequel on applique la réduction de 40%. Donc 2 modalités de référence. Une strictement en pré, une autre pré puis post-levé. 3 approches pour essayer de répondre aux contraintes du programme d'action territoriale. Première approche, on introduit le binage. Dans 2 hypothèses, on garde les pleines doses de Trophée plus Lagon, mais l'application se fait exclusivement sur le rang. L'interrang n'est pas désherbé, il est ensuite biné. Deuxième hypothèse, application en plein, donc sur le rang et sur l'interrang, de l'herbicide en prélevé, mais à dose réduite. Donc 3 litres plus 0,4, complété par un binage. Donc là, on est sur des IFT de 0,6 ou de 1, donc largement inférieur à 1,8, sachant que la réduction de 40% aboutit à un IFT de 1,08. La seconde approche, c'est donc la réduction stricte de l'IFT. On n'introduit pas du tout de binage ici. On applique 40% de réduction sur les doses de produits utilisés. Troisième approche, recours à l'innovation, tant sur les produits que sur les stratégies, pour voir si effectivement, en introduisant des nouveaux produits, en modifiant les stratégies par rapport aux références, on peut réduire l'IFT et maintenir le niveau d'efficacité. Donc, dans le premier cas, on réduit la dose de Trophée, la dose de Lagon, on complète avec une sulfonylurée à action racinaire, appliquée en prélevé. Dans les modalités 8 et 9, c'est l'intervention unique, passage unique en post-levé tardif. Donc on est sur des traitements à 5-6 feuilles avec donc ici une stratégie, on va dire, de référence largement utilisée, Mikado plus Milagro à dose de 0,8. En comparaison, de nouveaux produits, l'Oxo qui est la tambotrione de Bayer et un nicosulfuron en formulation modernisée, formulation huileuse.
Et puis dernière approche, c'est stratégie. Donc passage unique aussi en poste levé, mais du coup, à l'inverse, poste levé plus précoce. Donc à 3 feuilles, avec un produit en cours de développement par Bayer et nicosulfuron aussi, plus bromoxynil. Je vous propose qu'on regarde ce que ça donne. Donc ici, la référence chimique classique en prélevé, trophée plus lagon, pleine dose. On voit ici de très très bons niveaux d'efficacité. Il reste un peu de liseron, ce qui n'est pas surprenant compte tenu des produits. La stratégie n'était pas du tout, ne visait pas du tout les liserons. Ici, un témoin non désherbé. Je ne commenterai pas. Ici, donc deuxième référence, pré puis poste levé, c'est Mikado. Ici, hein, très bonne efficacité sur le rang et sur l'interrang de cette modalité-là. Ici, sur cette modalité, on garde les fortes doses de trophée et de lagon, on les applique uniquement sur le rang et on désherbe l'interrang avec un binage. On voit ici sur l'interrang que ça ne suffit pas. Le binage ne remplace pas trophée 5 et lagon 0,8. Le rang, ça va, mais l'interrang, c'est pas bon. Deuxième hypothèse, le traitement prélevé se fait en plein, mais on réduit la dose. Donc 3 litres de trophée, 0,4 de lagon et on complète par un binage. On voit un effet dose significatif, tant sur le rang que sur l'interrang. On voit bien que même sur le rang, 3 litres plus 0,4, ça ne suffit pas. Il y a des digitaires qui sont passés au travers et le binage n'a pas suffi sur l'interrang à les gérer. Deuxième approche, réduction de l'IFT, donc réduction des doses de 40%, sans rien changer d'autre. On voit quand même par rapport à la modalité précédente que le binage, même s'il n'est pas suffisant, il n'est pas neutre. Les adventices sur l'interrang sont plus développés que sur la modalité précédente. Mais ce n'est pas ce que moi j'appelle un désherbage acceptable. C'est-à-dire qu'à la limite, on peut dire une année, pour des raisons XY, échec de désherbage, le résultat est celui-ci. L'impact sur le rendement sur l'année N n'est probablement pas significatif. Mais alors là, ce que moi j'appelle le patrimoine, il prend une claque. Hein. Là, le potentiel grainier, il va être largement reconstitué. Et si on persiste plusieurs années de suite avec ce niveau de désherbage-là, je ne sais pas où on va, mais pas du bon côté. Donc là, même approche que précédemment, on garde la même stratégie, pré puis poste levé, mais on baisse les doses. Bon, c'est un petit peu mieux que le passage unique de prélevé. On a les deux applications, mais c'est quand même pas suffisant. C'est pas ce qu'on appelle un désherbage acceptable. Sur les 4 dernières applications, les 4 dernières modalités, donc on est sur les innovations, tant côté produit que côté stratégie. Donc ici, je vous disais réduction de dose du trophée, réduction de dose du lagon et complément apporté par une sulfo-action racinaire. Bon, on voit que le niveau d'efficacité n'est absolument pas acceptable ici. On a d'autres essais où on travaille ce type d'innovation. Ce qu'on peut dire, bon, on a une très forte pression en digitaire sur cette parcelle. Globalement, ce qu'on peut voir ailleurs, c'est que c'est une piste qui est intéressante, qui permet de réduire significativement les doses de trophée ou d'autres antigraminés. Par contre, là, on baisse aussi la dose de lagon. Et lagon n'est pas neutre non plus sur les graminées. Et je pense que la sulfo a les bras un peu courts pour compenser à la fois la baisse d'antigraminés et la baisse de lagon sur des très fortes pressions. Donc ici, passage unique en poste levé avec 2 nouveaux produits, donc la tambotrione plus bromoxynil dans l'oxo et le nicosulfuron formulation huileuse. On voit qu'il y a du potentiel dans ces innovations-là. Par contre, on n'est pas du tout sur le type de stratégie adaptée à la flore. On est sur du passage unique tardif en poste levé, sur des graminées, c'est presque ce qu'on peut imaginer de pire. Les graminées lèvent précocement et de façon échelonnée. Si on veut arriver à contrôler les populations, il faut des interventions très précoces et préférentiellement en poste semi-prélevé avec des produits racinaires antigerminatifs. Après, on voit qu'on n'arrive pas à l'enrayer. On sent qu'il y a du potentiel dans ces produits-là, mais ils ne sont pas du tout positionnés sur le type de stratégie qui correspond à cette flore-là. Et si la même application, avec 2 produits beaucoup moins récents, qui sont Mikado et Milagro, à forte dose, c'est quand même mieux avec l'oxo et la nouvelle formulation de nicosulfuron que là. C'est pour ça que c'est difficile de remettre en question le potentiel des produits, mais le produit ne fait pas tout. La stratégie est vraiment déterminante. Le choix de la stratégie et donc des complexes de produits est vraiment lié au type de flore. Dernière parcelle, là on est sur une application unique en poste levé également, mais précoce. Donc appliquée à 3 feuilles du maïs, quand les précédentes étaient à 5-6 feuilles. C'est un peu mieux, mais on voit que le passage unique
avec des produits foliaires, on confirme, hein, n'est pas adapté à des flores de dominantes de graminées. Ce qu'on peut retenir globalement ici, c'est que les réductions d'IFT, il y a des possibilités. De façon pérenne, hein, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, parce qu'on voit quand même que les niveaux d'efficacité sont nettement plus faibles. Donc moi, je ne m'engagerai pas sur la durée avec ce type de stratégie. Ça ne va pas être possible partout, en fonction des types de flores. On voit bien que si on a de très fortes pressions en graminées, il faut, bon, c'est un peu caricatural, mais il faut vraiment bétonner les interventions de prélever avec les produits antigerminatifs. Donc on travaille sur des hypothèses, notamment sur les conditions d'application. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'humidité du sol est déterminante, hein, parce qu'à la limite, dans des conditions idéales, vous allez pouvoir baisser un tout petit peu la dose. Mais baisser la dose et intervenir sur sol sec dans une ambiance très sèche, et vous courez à la catastrophe. Donc il y a du travail de fait sur les conditions d'intervention pour vraiment optimiser la mise en œuvre des herbicides. Mais le choix de la stratégie est vraiment déterminant. Et on ne pourra pas dire arbitrairement qu'on remplace de la prélevée par de la post-levée sur toutes les parcelles et que les nouveaux produits vont permettre de tout régler comme ça. Ça, c'est pas si simple que ça. L'entrée flore est l'entrée déterminante.